Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Jade Vergne à mon micro. Jade est activiste et danseuse. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, elle mêle les deux disciplines parfaitement. L'idée, c'est que l'art, la danse, soit au service de la lutte. Jade a notamment fondé le collectif Minuit 12 qui rythme les actions pour la lutte sociale et environnementale. On les a notamment vus danser devant le siège de Total Energy à Paris. C'était éblouissant. Jade travaille également sur le projet La Magma, une déambulation artistique pour le climat à Paris. Bref, vous l'aurez compris, je suis pleine d'admiration pour cette femme et je suis ravie de vous livrer notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Jade et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci, enchantée. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Jade Verda, je suis artiste, danseuse et j'ai cofondé un collectif artistique qui s'appelle Minuit 12. Et qu'est-ce que c'est Minuit 12 ? Qu'est-ce que vous faites au sein de Minuit 12 ? Alors, Minuit 12, initialement, c'est des danseurs qui se sont rassemblés et maintenant, c'est des artistes pluridisciplinaires. Et ce qu'on fait, c'est que toutes les productions artistiques qu'on crée traitent de sujets liés à l'écologie, au climat, à la biodiversité. Ok, trop chouette. Et on va faire marche arrière pour comprendre comment tu en es arrivé à fonder Minuit 12. Du coup, quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu as étudié ? D'où viens-tu ? Comment ça a pu naître, tout ça ? Alors moi, je viens de la Mayenne, donc c'est un petit département qui n'est pas très connu en France, où il y a essentiellement des vaches. Ok. Et très tôt, je me suis intéressée à l'écologie, mais sous l'angle philosophique. Donc j'ai lu vraiment plein d'auteurs environnementaux et j'ai toujours créé beaucoup de choses. Et au lycée, du coup, je voulais faire une école d'art, mais de fil en aiguille, comme je travaillais bien à l'école, je me suis retrouvée à être acceptée dans une formation très universitaire en France, en sciences politiques et en philosophie. Et du coup, j'ai fini par faire ça, avec cette idée toujours de, ensuite à terme, faire de l'art et de l'écologie, mais c'était une idée, mais c'était une combinaison dure à trouver dans la pratique. Et donc, j'ai étudié pendant 6 ans les sciences politiques et la philosophie. Et j'ai adoré parce qu'il y avait cette idée de essayer de comprendre comment la société fonctionne. Et peut-être qu'on en reparlera après, mais du coup, ça imprègne énormément mon travail aujourd'hui. Et en parallèle des études, j'ai toujours beaucoup dansé, créé des choses, un peu posé les fondements de ce que je fais aujourd'hui. Waouh, c'est déjà méga inspirant alors qu'on parle depuis 1 minute. Mais du coup, oui, tu fais tes études, ça t'inspire à créer quelque chose. Et du coup, tu crées Minuit 12 directement à la fin de tes études ? Ouais, alors en fait, on était juste une bande de danseurs et danseuses. Et on s'est retrouvés pour créer un spectacle sur l'eau qui s'appelle Écume. Et en fait, après, on s'est un peu chauffé, tu vois. On a commencé à se dire, oui, mais attends, on peut créer beaucoup d'autres choses. Et de fil en aiguille, on a créé ce collectif qui s'appelle Minuit 12. Mais on était encore en train de finir nos études. Et donc, ça fait vraiment 1 an qu'on a terminé nos études et qu'on s'y consacre à temps plein. Donc, ouais, c'est la première chose qu'on a faite pendant et à la sortie de nos études. Et du coup, au sein de Minuit 12, vous faites de l'art, mais essentiellement de la danse, où il y a tout type d'art qui y passe ? On va dire que notre matériau de création, c'est le corps. Donc, il y a beaucoup de danse, mais par exemple, on a beaucoup de photographes aussi dans le collectif, ou même de théâtreux. Enfin bref, il y a vraiment plein d'arts représentés. Et à chaque fois, on travaille sur l'engagement par le corps, par le mouvement, par la matière et la sensibilité. Voilà. Et après, dans l'activité du collectif, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est à la fois un collectif artistique ou une compagnie de danse classique. On va créer des productions qui ont une vocation à être diffusées, mais c'est des temps de création qui sont très longs, et des temps de diffusion qui sont très longs. Et en même temps, on est un collectif activiste. Donc, tu vois, on peut nous appeler du jour au lendemain pour aller danser pour une action. Genre, par exemple, hier, on a dansé pour une marche et on nous a appelé la veille et on arrive. Donc, en fait, on est tout le temps en train de naviguer entre un temps très long de création qui est celui du monde institutionnel, artistique, et un temps très court qui est celui de l'activisme. Et de l'agenda politique, finalement. Et de l'agenda politique. Il est calé dessus. Ouais.
Et sur lequel on n'a pas d'emprise et surtout, on n'est pas toujours au courant de tout. Enfin, en Belgique, c'est le cas. J'imagine que c'est pareil en France. Mais parfois, même si on essaye de suivre ce que font les politiques et les décisions qu'ils prennent, bah, même comme ça, on a toujours des surprises parce qu'au dernier moment, il y a un retournement de situation. Du coup, vous devez vraiment être au taquet, quoi. Ouais, on doit être au taquet. Et en vrai, c'est un énorme défi artistique de se caler sur un agenda politique, un agenda militant aussi. Parce que le temps de création est 1000 fois plus long que le temps politique. Donc quand il se passe quelque chose et qu'on a une idée, le temps de la réaliser, de la mettre en œuvre, c'est déjà plus dans l'actualité, quoi. Donc c'est un défi permanent et même c'est un défi de traduire des concepts ou des problématiques qui sont politiques, qui sont techniques, d'une manière artistique. Peut-être qu'on en reparlera, mais du coup... quand j'ai réalisé la toile Total, donc une installation qui enquêtait sur les liens de Total, a priori, c'est pas du tout sexy, c'est pas une matière qui est facile à traiter artistiquement et à rendre esthétique. Et du coup, c'est un défi artistique, mais c'est là que je trouve tout le sens de ce qu'on fait au quotidien. Oui, donc du coup, tu nous parles de la toile Total, évidemment, on va en parler, et de Écume, du coup, votre spectacle, je peux dire ça. Qu'est-ce qui est né en premier ? Est-ce que la toile Total, donc, qui parle de Total Energy et ses tentacules au travers les institutions politiques et financières, ou la partie sur l'eau, donc Écume. Déjà, Écume, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un spectacle qui parle de l'eau, mais comment, pourquoi, quelle est la revendication derrière ? Ouais, alors on a commencé le collectif il y a 2 ans en commençant à créer Écume, donc... là, on l'a dansé pour la première fois il y a 2 semaines, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette création et c'est un conte environnemental sur scène où les danseurs interagissent avec des projections visuelles très aquatiques parce qu'on n'a quasiment pas mis d'eau sur scène alors qu'on parle d'eau. Donc ça, c'est, on va dire, vraiment de l'activité avec le collectif, mais après, dans le collectif, tout le monde a sa pratique aussi artistique personnel qui est souvent... Enfin, moi, comme j'ai cofondé le collectif, c'est très lié, c'est toujours militant et artistique. Donc la toile Totale, c'est un projet plutôt personnel où, du coup, j'ai réalisé cette enquête et ça, j'ai commencé en octobre 2022. Et elle a été exposée là pour la première fois en février-mars au consulat à Paris. Et ça, du coup, c'est un projet personnel, mais évidemment, quand on a fait le vernissage avec le collectif, on a dansé. Tout est toujours lié. Ouais, quoi. tout est toujours lié. Et c'est quoi le déclic ? À quel moment tu t'es dit « Ok, je vais enquêter sur Total Energy et ses tentacules et comment est-ce qu'il est lié au reste du monde et quel impact il a ?» Quel a été le déclic ? En fait, en réalité, à chaque fois que j'ai une idée, ça commence toujours par une blague que je me fais. Parce que... Enfin, le déclic, c'était juste qu'à force de voir le logo de Total partout, d'aller à un musée, je sais pas... à l'Institut du monde arabe, ah tiens, il y a le logo de Total, ou parler avec quelqu'un et qui me dit ah mais Total c'est le premier mécène du Louvre, les voir à Polytechnique, enfin bref, les voir à peu près partout. Je me dis mais c'est dingue, genre c'est vraiment une énorme toile d'araignée. Enfin, ça serait énorme de faire une installation où genre on retisse tous ces liens, mais c'est une idée et ça me paraissait infaisable dans la mesure où l'enquête elle est énorme à faire et enfin c'est vraiment des mois et des mois de travail. Et qu'il fallait que je trouve un lieu pour accueillir une énorme toile. Enfin bref, il y a plein de problèmes logistiques, quoi. Et construire cette toile, c'est toi qui l'as construite aussi ? Ouais. Waouh. Du coup, c'était un énorme chantier. Mais du coup, c'est une idée qui a traîné dans ma tête pendant quelques mois, en me disant, j'aurai jamais le temps de le faire, mais c'est quand même une bonne idée et tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé par interviewer toutes les personnes que je connaissais qui avaient travaillé sur Total, ou toutes les ONG, les journalistes. Enfin bref, à commencer une petite enquête juste pour cartographier ce qui avait déjà été fait. Et un peu l'étendue pour voir quels sont les différents secteurs et tout, essayer de comprendre. Et après, en fait, il se trouve que ça a intéressé les gens et que du coup, je me suis mise à fond dedans et voilà, on a débouché sur une toile 4 mois après, donc ça s'est sensiblement accéléré. Oui, complètement. Et donc, du coup, tu fais cette enquête, donc tu retisses tous les liens de Total Energy et son impact destructeur sur le vivant et sur l'environnement et les personnes. Et du coup, après, ça se passe comment ? T'es dans ta chambre, tu mets des post-it au mur. Enfin, j'ai vu un peu des stories qui ressemblent à ça, donc c'est ce que je me dis. Mais... Ouais, c'était vraiment une enquête. On était 2 à réaliser le travail de recherche avec Renaud Concordet. Et vraiment, c'était dès que j'avais les appels avec les journalistes, les ONG, moi j'avais le conseil d'administration de Total sur mon mur. Donc pendant 2 mois, je me suis endormie avec les noms du conseil d'administration en face de moi pour essayer de comprendre
parce que en commençant l'enquête, je savais pas quelle forme allait prendre ma toile, ça dépendait de comment les informations s'organisaient et tout. Donc j'ai accroché au mur, après j'ai réalisé une maquette dans mon salon, et là on est actuellement dans mon salon, et elle prenait vraiment une énorme place. Tu m'étonnes. Ouais, donc j'ai construit ça, et même le soir du Nouvel An, j'étais encore en train de voir comment j'allais faire ma toile et tout, de tout tisser. Et c'était un apprentissage déjà d'une forme d'investigation sur l'enquête, et c'est en ça que je trouve que mes études m'ont permis d'oser faire ça, parce que je pense que j'aurais jamais osé m'attaquer à un sujet aussi complexe, politique, et me dire ok, je connais rien au monde de l'actionnariat. Avant, je me serais dit impossible. Là, je me dis si, en vrai, c'est possible. J'ai posé des questions à des gens, je sais qui aller voir pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout. Et après, j'ai appris plein de trucs aussi sur des trucs techniques, quoi, genre comment on accroche des cordes, quelle vis il faut mettre au sol. Et ça, tu l'as fait toi-même? Enfin, j'imagine que tu étais accompagnée, mais... Il y avait une personne, un rigueur, qui m'accompagnait pour faire les accroches en hauteur et tout, parce que c'était accroché à 7 mètres de haut, donc... et pour décider comment on faisait les nœuds et tout, donc j'ai appris plein de choses techniques. Et j'aime bien travailler la corde de manière générale, parce qu'en danse, je fais aussi de la danse suspendue, donc c'est de la danse un peu comme de l'escalade, quoi, mais avec en danse. Et du coup, c'est pareil, essayer de comprendre comment la corde réagit au mouvement et tout. Donc voilà, j'ai une petite passion corde qui est en train de se développer. Incroyable. Et si tu dois résumer en quelques mots, quelques phrases, c'était quoi le message de la toile totale? Ouais, le cœur de la toile totale, c'était de dire que Total Energy continue d'investir massivement dans les énergies fossiles, derrière un greenwashing de façade mais aberrant, et que ça c'est permis parce qu'ils ont une influence massive dans la société qui permet de taire la contestation. C'est-à-dire que s'ils sont infiltrés dans toutes les institutions culturelles, forcément les institutions culturelles vont pas accueillir des militants, des artistes militants. Par exemple, ma toile ne peut pas être exposée dans plein de musées parce que ces musées sont financés par Total. Tout à fait. Donc de fait, ça fait taire la contestation. Dans les universités également. Et c'est par exemple toutes les grandes écoles d'ingénieurs françaises, quasiment, il y a un membre de Total au conseil d'administration. Donc c'est aussi leur vivier de recrutement. Bon, évidemment tous les lobbies, mais les banques, les assurances, également les assos environnementales. On a par exemple l'ONF, donc l'Office national des forêts en France, qui est financé massivement par Total. En fait, ils ont vraiment une stratégie de s'immiscer partout. Et notamment dans le secteur du renouvelable, des syndicats renouvelables qui permettent de contrôler cette filière pour eux continuer à investir dans les énergies fossiles. Et du coup, quand Total Energy se renomme, donc Total Energy, avant c'était que Total, et ils ont même changé leur description, maintenant c'est vraiment, il n'y a aucune mention du pétrole, enfin vraiment rien du tout. Par contre, on a l'impression que c'est le revenu massif, quoi. Oui, et c'est vraiment, quand on va sur leur site, on a vraiment l'impression que c'est les énergies renouvelables à fond et tout, alors que pas du tout. Dans leurs investissements, c'est plus de 80% dans les énergies fossiles, et vraiment même... en fait, le cœur, c'était de dire, t'as le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, qui disent plus de nouveaux projets fossiles. Donc en gros, on laisse les puits qui sont déjà ouverts en fonctionnement, et encore le GIEC vient de dire que peut-être qu'il faudrait les fermer avant. Tout à fait. Et on n'en ouvre plus des nouveaux. Et Total a plein de projets pour en rouvrir des nouveaux. Et du coup, dans ma toile, on a toutes ces institutions qui collaborent et donc qui, de manière insidieuse, permettent ça. Mais également... j'ai fait un blog qui s'appelle Nouveaux projets fossiles depuis 2021. Donc 2021, c'est la date à laquelle l'Agence internationale de l'énergie a dit plus de nouveaux projets fossiles. Et là, on a plus de 30 pays qui sont cités où Total fait des explorations, on veut ouvrir des nouveaux puits. Enfin, voilà, donc il y a une sorte de mensonge sur la réalité de leurs activités. Est-ce que tu as eu la sensation, quand ton œuvre est sortie, d'avoir été censurée ou que les médias s'y sont pas ou assez intéressés parce que, justement, Total est partout? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact également sur ton travail à toi? Parce que, comme tu dis, tu as dû trouver un endroit qui voulait bien exposer ton œuvre qui n'est donc pas lié à Total Energy, sinon ça aurait été compliqué, comme tu dis. Est-ce que tu as eu la sensation que justement c'était dans la pratique vraiment compliqué? Dans la pratique, moi j'avais peur en réalité d'enquêter sur Total. Je me suis dit je vais sûrement vite être suivie, tu vois, par l'entreprise pour voir un peu ce que je faisais, parce que je suis quand même allée chercher notamment des personnalités. Donc d'habitude les ONG vont beaucoup
travailler sur les institutions qui sont en lien avec Total, mais là, je suis allée voir les membres du conseil d'administration, les cadres de Total, donc c'est des gens qui ont énormément de pouvoir, mais qui sont pas trop médiatisés, pas du tout en fait. On sait pas qui c'est, quoi. On sait pas qui c'est. Et c'est là l'intérêt du truc, en fait. Ouais, mais du coup, je me suis dit, bon, quand tu t'intéresses à des gens, à des personnes, et que tu mets genre leur nom, tu vois, dans une installation artistique, ça peut énerver. C'est l'objectif, tu vois, c'est de toucher là où ça fait mal, mais j'avais un peu peur. Après, sur les médias, là pour l'instant, j'ai exposé qu'une seule fois cette toile pendant 10 jours. Et je pense que je vais la réexposer ailleurs. Mais effectivement, ça m'est arrivé là récemment de parler avec une institution pour financer le collectif Minuit 12, une institution publique, et qui me disent oui, mais par contre le problème c'est que vous faites des trucs contre Total, et voilà, nous dans la région on a plein d'activités avec Total et tout ça. Et donc là il y avait un problème, parce qu'en gros l'institution voulait que on fasse des trucs sur l'écologie, mais il faut toujours que ça reste soft. Faut pas qu'on touche là où vraiment ça fait mal. Faut rester lisse et gentil. Faut rester lisse. Voilà, on peut parler de trucs un peu oniriques et tout, mais quand on touche aux réels responsables, là ça dérange. Plaît pas. Ouais. Ok, waouh. Donc même toi, à ton échelle, t'as pu expérimenter ça. Donc ça doit être sensiblement le cas de tous les artistes qui dénoncent en fait finalement. Et c'est super courageux du coup que tu l'aies fait. On va passer à Écume. C'est quoi la genèse du projet ? À quel moment tu t'es dit, ou vous vous êtes dit, on va faire un spectacle sur l'eau ? C'est quoi la revendication derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Écume, c'est Pauline Robert qui a cofondé le collectif avec moi et Justine, qui a eu l'idée au début et du coup qui a réuni 5 danseurs. Enfin, au début, on était vraiment juste 5 en répète. Donc il y avait cette idée sur l'eau parce que elle avait déjà travaillé sur ça pour des pièces précédentes, et elle est très inspirée par tout l'univers du conte, tu vois, des trucs très en contre-jour, en ombre chinoise, très, très onirique et tout. Et donc elle a écrit cette pièce et on a travaillé dessus pendant quelques mois et quelques années, même du coup 2 ans. Bon, c'était irrégulier. Et après, on s'est tous investis de manière... en gros, par exemple, il y a Inès qui danse et qui fait aussi toute la musique. Et donc, la pièce, elle dure 50 minutes et Inès a produit 50 minutes de musique. Justine et moi, on faisait un peu la direction artistique, on aidait à faire les projections visuelles. Enfin, c'est très fait maison. Il y a quelque chose qui est important dans l'ADN du collectif, c'est que personne n'a le même style de danse. Donc, quand on chorégraphie ensemble, quand on est en répète, en réalité, on peut pas avoir un chorégraphe qui montre le mouvement et tout, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes styles de danse. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on trouve des intersections dans nos différents styles, et donc on chorégraphie chacun alternativement des petits bouts, on trouve ensemble. Enfin, c'est très collaboratif, et on a toujours fonctionné comme ça avec ces danseurs avec qui ça fait maintenant 7 ans qu'on danse ensemble, donc... Et j'adore, c'est ce que je préfère dans le collectif. Et du coup, pareil, si tu dois le résumer en une phrase ou 2, c'est quoi Écume ? C'est quoi la revendication d'Écume ? Écume, c'est pas une revendication, c'est vraiment une histoire. C'est un conte environnemental qui raconte l'histoire des humains avec l'eau. Donc, parce que l'eau, c'est ce qui nous donne la vie, ce qui nous reprend, ce qui nous malmène, ce qui nous rend calme, tu vois, quand on flotte dans l'eau. Et donc, c'est vraiment essayer de passer par tous ces stades émotionnel de rapport à l'eau. Et l'idée finale, ce qu'on se disait à chaque fois qu'on crée, c'est que les spectateurs, une fois qu'ils sortent du spectacle, quand ils ouvrent leur robinet et que l'eau coule, ils ont toujours ce regard hyper de fascination, tu vois. La goutte d'eau, c'est fascinant, et je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment à regarder un ruisseau comme ça couler et se dire waouh, c'est comme le feu, tu vois, il y a quelque chose de fondamental, de magique. Et donc c'est un peu explorer tous ces différents états, ces différents rapports à l'eau. Surtout que la pièce, elle est sortie, donc, la pièce, le spectacle, je sais pas très bien ce que je dois dire, récemment, en pleine sécheresse hivernale. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose sur lequel on vous a interrogé, le lien peut-être qu'il peut avoir, justement, le fait, comme tu dis, que maintenant on regardera plus l'eau de la même façon après avoir vu votre pièce, parce que l'eau, c'est une ressource rare et importante, et là, on était carrément en train de l'expérimenter, vu qu'on est en pleine sécheresse hivernale. Ouais, ça c'était super surprenant, surtout qu'on a un tableau dans la pièce qui s'appelle
Enfin, c'est la sécheresse, quoi. Et qui est vraiment hyper orange. Nous, on a un peu des petites bêtes, tu vois, des petits animaux qui essayent de survivre et qui sont très proches du sol. On nous a un peu interrogé là-dessus. Après, on n'a pas fait une énorme médiatisation non plus sur la pièce parce que c'était la première. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est sûr. Enfin, là, on nous contacte de plus en plus pour des événements où, tu vois, ils font des colloques, par exemple, sur l'eau. Où c'est des grands thèmes de conférences et tout. Et on nous appelle pour nous dire, ouais, ça serait bien que vous veniez danser pour sensibiliser et tout. Du coup, c'est tristement d'actualité, le tableau de la sécheresse. Mais nous, on finit pas sur ça. La sécheresse, c'est le milieu. Et on a essayé de finir sur quelque chose de l'ordre d'un rapport beaucoup plus flottant et agréable. Tu vois, cette sensation quand tu t'es dans l'eau et que tu fermes les yeux et que d'un coup, il n'y a plus de bruit. C'est doux, c'est flottant et qu'on suit le mouvement des vagues un peu. Et notamment, je trouve que sur ce rapport à l'eau, il y a beaucoup de médiatisation, il y a beaucoup de bruit et ça va créer aussi beaucoup de conflits. Et quand il y a la sécheresse, il y a aussi la tempête. Et après, on a fait la tempête médiatique. Donc, c'est vraiment... on a collecté plein de sons, de radios, de JT qui disent « Ok, sécheresse, inondation, tempête, enfin bref. » Et c'est ultra oppressant. Alors que je trouve que la sensation d'être dans l'eau, c'est l'exact inverse. C'est l'inverse. De ça. Je suis d'accord avec toi. C'est super intéressant de t'écouter relater ça parce que l'artivisme, je ne sais pas si tu utilises souvent ce mot, c'est quelque chose qu'on connaît peu, je trouve, dans le milieu militant. Moi, je suis très mêlée au milieu militant et c'est une forme d'activisme que j'expérimente pas personnellement, mais qui me fascine et je trouve qu'elle émerge là maintenant. Est-ce que toi, tu te décris comme faisant de l'artivisme ? J'utilise pas ce terme à proprement parler, mais pour des raisons un peu aussi stratégiques, dans le sens où l'artivisme, pour l'instant, est utilisé que par le milieu militant. Donc, en général, ça va être des militants qui vont utiliser des formes artistiques pour faire connaître leur sujet. Mais par exemple, si on veut aller chercher la communauté artistique, par exemple, l'écume, c'est pas de l'artivisme, c'est une création artistique qui traite d'un sujet genre fondamental en ce moment, les choses qui nous tiennent à cœur, et donc on parle d'écologie, mais ça va plus de l'ordre de la sensibilisation peut-être. J'utilise pas ce terme, mais je dis souvent que je suis artiste et activiste, mais parce que en fait l'artivisme, j'ai l'impression que ça décrit un mode d'action qui est très, par exemple quand on a dansé devant le siège de Total, c'est de l'artivisme, c'est avant tout de l'activisme, on utilise des formes artistiques, donc on va réinventer. C'est plus ponctuel alors. Oui, c'est plus ponctuel, c'est plus sur le moment, et on n'est pas dans le temps ultra long de la création où le processus est quand même éminemment artistique et si possible activiste dans le sens... Voilà, après, par exemple, sur la toile Total, c'est ça, le but, c'est que moi, j'ai fait les images, j'ai fait quelque chose qui est esthétique, qui puisse attraper le regard, pour qu'après, les activistes, les ONG s'en emparent, tu vois. Tout à fait, c'est super intéressant. Et du coup, tu viens de mentionner le fait que vous avez dansé devant le siège de Total pendant une assemblée générale pour attirer l'attention sur cet événement. D'où ça vient? Comment c'était? Ouais. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va aller danser avec 50 danseurs devant une grande tour? Ouais, mais d'ailleurs, ça fait pile 1 an. Parce que là, ce matin, j'ai une copine, on s'est rencontrés devant le siège de Total, donc elle m'envoie un souvenir en mode « Ah, on s'est rencontrés là !» Et je me suis dit, c'est marrant, parce que quand on est jeune, en 2023, on se rencontre devant le siège de Total pour des actions militantes, c'est vraiment... Mais c'est des cool rencontres aussi. Ouais, c'est trop bien. Non, et du coup, on dansait hier, en plus, à la marge, donc... Et en fait, ce qui s'est passé, ça, c'était une action... C'était au début de la médiatisation de ICOP, et c'était une action organisée par Camille Etienne, et parce qu'il y avait des activistes ougandaises notamment qui étaient en France pour faire une tournée médiatique, voilà, faire connaître le sujet. Et du coup, Camille a organisé cette action, elle a fait venir plein d'ONG, plein de prises de parole, et nous on a dansé devant le siège de Total, et le but c'était vraiment une chorégraphie à but efficace, visuel, pour que les images soient le plus partagées possible, et ça a fonctionné parce que quand Camille a sorti la vidéo, elle a eu, je crois, presque 1 million de vues. Enfin, Moi, c'est comme ça que j'ai connu ton collectif. Ouais, voilà, donc c'est assez...
Et ce qui est bien, c'est que en fait là on utilise vraiment l'art comme support de communication, donc c'est là où c'est de l'artivisme, c'est les gens vont regarder parce qu'ils voient de la danse, et en fait entre la danse t'as les militantes ougandaises qui parlent, qui expliquent le sujet, et du coup qui font connaître le sujet. Donc là, on sert clairement de moyen de médiatisation. C'est pas dur d'expliquer aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose au cercle militant, etc., quel est le lien entre l'art et la danse et les revendications telles que celle-là? Mais je crois qu'il y a une citation d'une anarchiste connue qui dit si je peux pas danser à votre révolution, cette révolution sera sans moi. Et parfois tu vois, il y a ce truc de genre je sais pas, on a un effondrement des espèces, les océans montent, enfin bref, on a l'impression que tout s'effondre. Est-ce que vraiment on peut encore avoir le cœur à danser? Enfin, est-ce que ça paraît pas désuet? Est-ce que ça paraît pas complètement absurde, naïf? Et en réalité, d'un point de vue, moi je trouve ça incroyable d'aller danser pour l'écologie, mais c'est surtout que d'un point de vue stratégique, on va attraper des publics qui sont beaucoup moins sensibles à des sujets militants, enfin tu vois, à des discours, à des chiffres, à des infographies. Et aller chercher l'art, c'est aller chercher l'émotion. Et en fait, là où c'est le cœur de ce sur quoi on travaille au quotidien, c'est que quand tu rencontres des gens qui sont dans le milieu militant, qu'est-ce qui les a poussés à s'engager à chaque fois? C'est toujours quelque chose d'affectif, d'émotionnel. C'est toujours des enfants, des expériences, tout à fait. Ouais, c'est ça, ou à côté de chez eux, un truc qui a été détruit. Tu vois, c'est un peu comme si ton école maternelle t'apprend qu'on la rase, tu vois, du jour au lendemain. Bah, ça va te faire quelque chose, parce que c'est là que t'as grandi, que t'as fait tes premières roulades, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, pour créer l'affect, et ce qui est étrange, c'est qu'avec l'écologie, on va parler de nature aussi, tu vois. Et sauf qu'il y a plein de gens qui, en vrai, vivent très loin de la nature et tout. Et comment tu crées l'affect? Genre, par exemple, quand on coupe un arbre, si t'as pas d'arbre à côté de chez toi, est-ce que ça va vraiment te faire quelque chose? Quand tu vois les glaciers fondre et que toi, t'as jamais vu de glacier, est-ce que vraiment ça va te faire quelque chose? Comment tu recrées ce lien émotionnel? Et je pense que l'art a cette capacité de créer l'émotion et créer le déclic, je sais pas, mais le mouvement ou les mouvements qui vont faire que, au-delà des informations, tu vas à un moment, toi, te mettre en mouvement. Et dans la danse, il y a ça, il y a ce côté d'identification où nous, on est là, on se met en mouvement vraiment physiquement. Et il y a quelque chose, et quand on regarde des gens danser, tu vois, ça te donne envie de danser. Enfin, notre corps se met en mouvement, nos neurones se mettent en mouvement en même temps. Et je pense qu'il y a quelque chose ça va dans une dynamique positive, tu vois, vers l'avancée. C'est hyper intéressant et je suis tellement d'accord avec toi. Je suis pas du tout une danseuse, mais je suis tellement d'accord avec tes mots que quand tu vois des gens danser, c'est tellement poétique et beau, ça peut que te donner envie comme tu dis, de suivre le mouvement, alors que je suis une piètre danseuse. Tu parlais du fait que vous avez dansé, tu parlais de glacier, et je sais que vous avez dansé, en tout cas en montagne, c'était pendant le Covid, il me semble, j'ai vu une vidéo passer. Oui, ça c'était la première vidéo de Camille. Moi j'ai pas dansé pour celle-ci, mais il y avait une danseuse effectivement dans la vidéo. Ok, oui. Et qu'est-ce que t'en penses justement de ça, de monter au sommet d'une montagne ou sur un glacier, pour aller se mettre aussi en mouvement? C'est quelque chose qui est fascinant en fait, finalement. Ça pose plein d'interrogations. On pourrait se dire, mais que font-ils? Ouais. Qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? Je pense que sur les images, ça fonctionne, c'est beau. Là, en l'occurrence, la vidéo dont tu parles, c'est entre le texte de Camille, la danse, la vidéo de Solal, ça fait diffuser les images. Mais je pense que même au-delà de quelque chose qui est médiatisé, en vrai, tu vois, moi, je suis danseuse, mais ce que je préfère faire, c'est danser dehors. Donc, tu vois, quand on est danseur, on passe plein de temps dans des salles de danse et tout. Mais dans ma pratique personnelle et individuelle, je vais marcher pendant des heures dans les collines à côté de chez moi. Et je vais danser pendant 1 heure. Et c'est hyper personnel et individuel, tu vois. Mais je sais pas comment dire, c'est une manière d'habiter un espace aussi. C'est une manière de s'approprier l'espace. Et quand on va danser dans la rue pour une manifestation, quand on va danser devant le siège de Total, quand on va danser sur une montagne, sur une colline, c'est une manière de se poser à un endroit, de s'inscrire dans un écosystème et de l'habiter.
Et de faire partie du vivant de cet écosystème. Je pense que c'est la manière que j'ai trouvée, parce qu'en fait, par exemple, quand on va dans un endroit, un milieu naturel, on le traverse. Moi, je courais beaucoup, tu vois, genre, je faisais plein de sports et tout. Mais quand tu danses, tu t'arrêtes, tu te poses à un endroit, tu regardes le sol, tu regardes comment tu vas faire. Et comme tu restes au même endroit, tu vois le paysage évoluer, tu vois les animaux ou pas, tu vois le soleil tourner. Et je pense que c'est important, même de manière générale, quand quand on parle d'activisme écologique, de quand même tout le temps garder ce lien permanent, tu vois, avec ce pourquoi on se bat. Et moi, c'est vraiment des moments où je suis pas en train de me battre, je suis juste en train d'apprécier et de profiter. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux artistes qui sont pas spécialement engagés pour le moment? Je dis pas spécialement parce que pour moi, l'art, c'est toujours une espèce de forme d'engagement. Mais qui ne sont pas engagés sur ces sujets-là peut-être. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que moi, je vois parfois des artistes qui ont un talent incroyable, mais qui n'osent pas trop parler de sujets controversés. Qu'est-ce que tu leur dirais pour passer le cap, tout simplement? Ouais. Il y a une réelle peur des artistes de se positionner sur des sujets politiques, ou en tout cas de se positionner publiquement, parce qu'en réalité nous on reçoit plein de messages d'artistes qui nous disent ok, moi je veux m'engager, ou plein de danseurs, tu vois, mais ils sont déjà tellement pris par leur pratique de la danse, passer des auditions tout le temps, trouver une compagnie et tout, et que c'est hyper difficile. Et le monde militant et ce monde-là, c'est deux mondes très différents, c'est dur de les faire se rencontrer. Mais ce que je dirais, je pense à des artistes, c'est que en réalité tous les mouvements sociaux dans l'histoire qui ont fait du bruit et qui ont fait changer les choses se sont passés avec des artistes et ont été portés par les artistes aussi. Par exemple, mai 68, c'était incroyable, la mobilisation artistique, et on travaille sur ça. Là, on est en train de monter d'ailleurs un groupe de travail inter-école d'art pour travailler sur l'outil militant, donc par exemple la pancarte, les tenues militantes en manifestation comme médium artistique. Et ce qui est incroyable, c'est que là en ce moment, avec toutes les mobilisations qui se passent en France, c'est déjà ce qui se passe dans les écoles d'art. Il y a les étudiants aux Beaux-Arts font des workshops quasiment tous les jours, ils se réunissent entre différentes écoles pour créer, et c'est là où je trouve que j'ai l'impression que c'est l'indicateur d'un mouvement qui prend vraiment une ampleur dans la société, c'est quand les artistes jusqu'aux écoles d'art s'en emparent. Et ça fait grave chaud au cœur, je trouve. Moi, n'étant pas dans la communauté artistique, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a un soulèvement de ce côté-là. Et surtout, moi, je suis quelqu'un de très sensible au beau, à l'esthétique, qui a pas de base dans le militantisme, mais qui est apporté par le côté artistique du militantisme. Et comme tu dis, il y a un tout nouveau public, il y a d'autres communautés du coup qui vont être portées à s'y intéresser. Tu disais qu'hier, tu dansais à la manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est quoi le lien pour toi entre les retraites et le climat, justement? C'est d'ailleurs le slogan, je pense, retraite, climat, même combat. Ouais. C'est quoi le lien Pas de pour toi? retraités sur une planète brûlée. Bon, il y a cette idée, pas de retraités sur une planète brûlée, mais au-delà de ça, poursuivre toujours continuer à travailler plus longtemps, c'est produire plus, c'est toujours dans cette logique ultra-capitaliste. Et il y a quelque chose en ce moment, je pense, qui est en train de se réinventer sur le rapport au travail, parce que en permanence, on a cherché des innovations technologiques pour normalement travailler moins. Enfin, c'est quand même l'objectif à la base. C'est si on crée toutes ces technologies, c'est quand même pour que notre vie soit plus facile. Et je comprends pas pourquoi on travaille toujours autant et que c'est toujours, et voire plus longtemps du coup. Et en fait, ça c'est la frénésie de capitaliste. En fait, c'est qu'il n'y a pas de fin, c'est infini. Donc si on continue dans cette logique, on est toujours dans une logique de surproduction, de surexploitation des ressources, mais même ce terme. Donc le lien, il est éminemment proche, parce que réinventer le travail, c'est réinventer le rapport au monde. Mais il y a un philosophe qui a pas mal traité de ça, c'est André Gortz, qui est un philosophe philosophe du travail, mais qui a beaucoup parlé d'écologie, donc c'est passionnant.
C'est vraiment super intéressant ce que tu nous racontes. Je vais te poser une dernière petite question avant de terminer. C'est quoi, si tu peux nous en dire plus, les projets futurs pour toi, en fait, que ce soit à travers ton collectif ou c'est quoi les autres campagnes peut-être ou les autres idées qui germent en ce moment? Alors là, on travaille sur un projet qui s'appelle le projet Magma. Et le but, ça va être justement de mobiliser beaucoup plus la communauté artistique. Et nous, en gros, ce qu'on défend, c'est un art qui sort des frontières aussi institutionnelles, des cadres de travail. Donc là, enfin, je peux pas non plus trop en dire, mais on va danser dans des milieux naturels avec beaucoup de monde et ensuite mobiliser plein d'écoles, enfin tout un écosystème d'événements. Donc ça, c'est le gros projet du collectif en ce moment. Et moi, à titre personnel, je vais continuer la toile totale sur 2 aspects. Je vais essayer de l'exposer ailleurs et notamment dans d'autres villes. D'ailleurs, j'ai été contactée par des gens à Bruxelles, à Londres aussi. Enfin bref. On sera ravis de t'avoir à Bruxelles. Ouais, non, mais du coup, pour essayer de l'installer ailleurs, le but c'est qu'elle soit vue par le maximum de personnes parce que c'est une manière d'avoir l'information. Et aussi, j'ai créé un groupe de militants pour travailler sur comment rompre les liens une fois qu'on a identifié tous ces secteurs. Comment on va chacun les cibler, voilà. Couper chaque lien de la toile, alors. Couper chaque lien de la toile, voilà. Vaste travail, mais c'est possible. Il y a plein d'exemples inspirants de réussite, donc on va travailler sur ça. Et ouais, sur ce qu'on travaille sur le collectif, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur le beau. Nous, je pense que c'est un des angles premiers de notre rapport au militantisme, qui est que on est ultra militante, ultra... d'accord avec toutes les idées qui sont portées par le mouvement, mais parfois on se reconnaît pas du tout dans les esthétiques. Et ça, c'est hyper compliqué parce que ça bloque plein de gens. Par exemple, si t'as une écologie qui renvoie une image un peu gentillette, bisounours, que les gens sont tous habillés pareil, viennent du même milieu social, même s'ils sont pleins de bonne volonté, ça rebute parce qu'on n'a pas envie d'être identifié à quelque chose qu'on n'est pas. Ouais, à quelque chose qu'on n'est pas, et même esthétiquement. Et du coup, c'est pour ça que artistiquement, dans la danse, ce qui est ouf dans le collectif, je trouve, c'est qu'on a des styles de danse hyper variés. C'est-à-dire que c'est des communautés de danse aussi hyper variées. Et donc on va chercher ces communautés, parce qu'à chaque fois, chaque danseur qui danse avec nous, c'est genre toute sa communauté qui voit ces images et tout. Et voilà, on veut travailler sur des images qui nous plaisent, et que, en gros, si on n'était pas dans le collectif, ou si on voyait ces images, on se dirait ah, stylé, j'ai envie d'en être, tu vois. Genre, c'est vraiment créer des images d'une lutte qui donne envie aussi. Waouh, méga inspirant, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Jade, pour tout ça. Ça a illuminé ma journée de remettre un peu du beau dans le militantisme. Et merci pour tout ton travail et à bientôt. Merci à toi, bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se